Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à ITV. La titraille de ce mercredi 20 mai 2020, il se peut que nous cessions rapidement d'être la risée du monde entier en étant les derniers à utiliser la dernière monnaie coloniale en circulation mise en place en 1945 par le général de Gaulle. Aujourd'hui, sur la base d'un accord avec les pays de l'UEMOA, la France prend l'initiative d'un projet de loi pour en finir avec le CFA qui va céder la place à l'éco. Un autre titre dans cette édition, quelle que soit donc la couleur de notre monnaie, beaucoup de gens actuellement sont atteints d'impécuniosité et désargentés par les temps qui courent. Le baromètre le plus fiable pour en avoir le cœur net, ce sont les services de transfert d'argent qui se rongent un peu les pouces tant les cadences de travail sont faibles. Le développement dans un instant. Les derniers soubresauts donc du franc CFA vont arriver. La France donc a pris l'initiative d'un projet de loi pour se désengager, mais pas tout à fait, car la métropole ou l'Hexagone va être un garant financier du futur éco. Nous avons cela interrogé un expert économiste qui nous donne ici sa lecture. Le fait que ce projet de loi acte la fin du franc CFA, qui va être remplacé par l'éco, suit l'ordre des choses. Maintenant, c'est aux États africains de voir quel agenda ils vont dérouler, comment cela va s'organiser au niveau de la zone, dans un premier temps, la zone UEMOA, puisque ce sont les 8 pays de l'UEMOA qui sont concernés dans un premier temps, changer le franc CFA, le remplacer par l'éco et ensuite élargir cet éco-là, sa zone avec les pays de la CEDEAO, c'est-à-dire l'ensemble des 15 pays. Donc il y a là un défi de taille auquel les États africains, ouest-africains devront répondre, mais il va falloir d'abord fixer un agenda là-dessus. Moi, je pense vraisemblablement qu'il va y avoir un report de l'agenda, de la mise en œuvre de cette mesure-là, malgré que la France l'ait annoncé à ce jour. En tenant ses engagements, les pays africains vont devoir très probablement reporter l'échéance qui va marquer effectivement la disparition du franc CFA et son remplacement par l'éco à cause notamment de l'impact de cette pandémie Covid-19. Et quoi qu'il en soit, il faudra signaler et dire que l'oseille, l'argent circule de moins en moins parce que la crise sanitaire et économique est très très sévère. Illustration dans ce journal avec ce reportage qui va suivre réalisé auprès des gérants de transfert d'argent qui actuellement sont en train de s'ennuyer gravement. Reportage d'Oumar Khan. Nous avons trouvé Sornatine dans son bureau, dans cette agence de transfert d'argent. Depuis 8 heures, aucun client ne s'est pointé. La situation n'est guère meilleure pour Dieng Abassi, qui également gère une agence de transfert d'argent où d'habitude en cette veille de Korité, le flux était important. Il y a un énorme changement, franchement. Il n'y a plus de clients, on voit peu de clients. Parce que si l'on le compare à l'année dernière, à l'approche de la Korité, on voit des clients qui viennent faire des transferts, des retraits. Il y avait beaucoup de monde. On avait beaucoup de monde qui venait ici et tout, qui faisait des transferts, des retraits et tout. Mais on n'en voit plus, franchement, on n'en voit plus. Avec le coronavirus, nous n'avons plus assez de clients comparé aux années précédentes. En général, à l'approche de la Korité, les transactions étaient importantes. Mais actuellement, les clients se comptent par le bout des doigts. Une situation due à la pandémie du coronavirus, l'activité économique au ralenti depuis quelque temps. Ces gérantes de transfert d'argent sentent une crise économique dans le pays. Certains parce qu'ils ont peur de contracter le virus dans nos agences, d'autres parce qu'ils n'ont pas d'argent, tout simplement.
puisqu'on leur dit que voilà, si toutefois vous échangez l'argent et tout, il y aura le virus qui va vous infecter et tout. Donc ils ont peur. Ils ont peur. La plupart des clients font que des retraits, surtout si c'est pas Wari, parce qu'ils n'en voient plus. Il n'y a que des retraits et à la fin, on n'a plus d'argent à leur donner, c'est ça. Et il y a vraiment la crise, on le sent vraiment. L'argent envoyé au Sénégal annuellement par les Sénégalais de la diaspora est estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA, un peu plus de 10% du PIB national. Une somme qui va considérablement baisser cette année. Et à ce stade du journal, nous allons parler de l'actualité de Maître Alioune Badara Cissé qui devrait être en train de faire ses cartons, mais va quitter l'institution de la médiature dans une année. Il va laisser le siège de cette médiature de la République. Donc en juin 2021, la place devrait échoir donc au juge Demba Kandji qui a quitté hier même la présidence de la Cour d'appel. La médiature, on le rappelle, c'est 6 ans de mandature, donc inamovible. C'est une information relayée aujourd'hui par immedia.sn. Hier déjà, on vous en parlait, le directeur de l'horticulture du Sénégal parlait des difficultés des horticulteurs, donc borchans, dont les produits étaient en train de souffrir de façon terrible. Et aujourd'hui, ces mêmes horticulteurs et acteurs n'ont que leurs yeux pour pleurer, mais à côté, ils ont également d'autres bonnes idées à mettre sur la table. C'est un sujet proposé et réalisé par Moustapha Gabar Diop. Comment tirer profit de la pandémie pour valoriser et mieux vendre la production horticole locale? Une question cruciale pour le monde rural au moment où il faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que la plupart de nos produits pourrissent parce qu'il n'y a pas suffisamment de magasins de conservation, surtout des chambres forales. Et aujourd'hui, avec les chambres d'agriculture, il faudrait arriver entre l'État, qu'il y ait par exemple un partenariat public-privé, pour qu'on puisse connecter les deux. Non seulement il faut aider les femmes à travailler dans la transformation de ces produits, mais aussi les jeunes à mieux s'insérer avec des financements adéquats. Et quand on regarde aujourd'hui, l'État a fait des efforts, mais on aurait souhaité que par exemple dans le kit alimentaire, qu'on puisse intégrer par exemple l'oignon, qu'on puisse intégrer la pomme de terre, mais aussi les mangues, certains fruits. Une meilleure coordination des acteurs du secteur pourrait permettre de régler la question de la souveraineté alimentaire. Personne ne doit confier son ventre à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à travailler avec des producteurs. Ce sont ces producteurs que nous avons, à améliorer leur productivité, à continuer à les accompagner, mais à s'assurer que quand ils produisent, ils peuvent vendre. Et je crois qu'il faut qu'on évite d'avoir des politiques d'autosuffisance par spéculation. Il faut arriver à une politique alimentaire en intégrant la question de la santé, la question de la nutrition, la question aussi du goût des Sénégalais. Je crois que les Sénégalais doivent faire un effort pour adapter leur goût par rapport aussi à l'existant. Et je crois qu'il n'y a rien de meilleur que de manger, par exemple, ce qui est proche. Juste dans la filière oignon, le stock actuellement disponible est estimé à 25 000 tonnes. Des denrées qui pourraient être perdues faute de réadaptation des circuits de transformation et de distribution. Et puis au Sénégal, il faut le savoir, nous avons des jeunes transitaires qui ont les dents absolument longues, mais ils s'en sont pris dernièrement au procédé de DP World. C'est l'opérateur du terminal à conteneurs du port de Dakar. Ils sont donc aujourd'hui ultra fâchés par le nouveau système de facturation appliqué par DP World. Un de leurs interprètes donc s'en est ouvert à Oumou Kalsumba. On va l'écouter. Notre grève est bien justifiée. Depuis l'avènement du coronavirus au Sénégal, Dubai Port World a changé sa manière de faire et nous impose de nouvelles mesures très contraignantes. Au lieu de nous épauler et de nous proposer des solutions, ils nous mènent en bateau et ça, nous le refusons.
Ils ont réduit le nombre de dépôts journaliers. On a accepté. Désormais, ils nous demandent de faire des factures pro forma pour après faire le règlement à la banque. Ce nouveau processus, on l'a aussi accepté, mais il y a un hic. Il y a une certaine lenteur dans l'attribution des factures pro forma. Ils traînent et cela dure 2 semaines. C'est un manque à gagner pour nous. On paye le magasinage et d'autres frais supplémentaires. Le règlement à la banque nous pose problème. En ce moment, c'est le rush. Ils nous imposent la SGBS. Je pense qu'ils ne sont pas conscients du tort qu'ils nous causent. Nos conteneurs sont bloqués. Il y a des denrées alimentaires, des médicaments pour le ministère de la Santé et du matériel pour la sortie. Nous déplorons les décisions prises de façon unilatérale, pas de concertation, rien. Ce n'est pas normal. Ils refusent le dialogue. Si ces situations persistent, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous avons un comité. Ils peuvent nous concerter avant la prise de décision. Nous allons délibérément bloquer nos dossiers. Et puis le ministre de l'Équité territoriale, Mansour Faye, est très tellurique en ce moment. C'est l'un des seuls à avoir cette capacité de mobilité dans le pays. Dernièrement, il était à Touba pour la distribution par ses propres soins des aides alimentaires. Gorandak Faye. 37 000 ménages à Touba vont bénéficier des denrées alimentaires distribuées par le gouvernement en cette période de pandémie. C'est ainsi que le ministre de l'Équité territoriale a procédé au lancement de la distribution des vivres à Darou Salam Type, commune située dans le département de Mbaki. Je rappelle que la région de Diourbel fait partie des 3 premières régions en termes de volume qui reçoit cette aide alimentaire. Donc c'est une région particulière avec la commune, celle de Touba, qui est la commune qui reçoit le plus de volume par rapport à l'appui alimentaire. Rien que pour la commune de Touba, environ 37 000 ménages seront bénéficiaires de cet appui alimentaire. Généralement des ménages qui sont dans des situations difficiles, vulnérables, issus du RNU, pour 588 045 ménages, plus l'extension pour 411 955 ménages, ce qui fait un total de 1 million de ménages. Mansour Faye rassure la population de la cité religieuse et annonce que la distribution des denrées alimentaires va démarrer à Touba d'ici peu. Touba avec quelques difficultés puisque Touba c'est 37 000 ménages. Donc quasiment les 2 tiers issus du RNU, avec beaucoup d'erreurs, de redondances, de doublons, mais aussi de transferts de ménages. Et cela a été réglé grâce donc à l'implication des députés qui dès le début se sont manifestés pour accompagner le processus. Et je tenais quand même à les remercier, à les féliciter par rapport à cet engagement. À Darou Salam Type, les centaines de ménages ciblés ont bénéficié des kits alimentaires octroyés par le gouvernement, un geste hautement salué par le maire de cette localité qui a également magnifié l'engagement du comité de pilotage pour une bonne répartition des vivres. Et c'est le point de l'autosatisfaction, la matinale d'e-radio, c'est maintenant la place où il faut absolument être. Et ce matin, nous y avons invité le professeur Ndiaye, président des écoles doctorales donc de Dakar, qui stigmatise cette forme d'aplatissement des idées et la prise de parole intempestive. Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. C'est ce qu'il nous a dit. Ses propos ont été illustrés ici et recueillis par Oumou Kalsumba. Ceux qui doivent être écoutés ne sont pas écoutés, mais parce que aussi ceux qui doivent être interpellés ne le sont pas souvent. Il y a une confusion totale. Mais ce désordre, il va falloir que nous luttions contre ce désordre et donner la parole à ceux qui doivent parler, à ceux dont la parole pourra faire autorité. Si nous le faisons, je crois que nous pouvons nous en sortir. L'autre chose, c'est que la maladie là, elle est là. C'est une pandémie, mais on peut considérer ça comme une catastrophe. Après toute catastrophe,
il y a forcément, par l'ordre et par la force des choses, un changement des mentalités. C'est d'autant plus vrai qu'à l'heure où nous sommes, les mentalités sont en train de changer à cause de la maladie. Ce n'est pas nouveau. L'humanité a toujours fonctionné comme ça. Des épidémies ont existé, ont été dépassées, mais à l'issue de ces épidémies, on a remarqué qu'il y a eu des changements de mentalité. Et le professeur Bouba Diop de l'UCAD était également chez nous ce matin. Il a demandé que l'on tirera rapidement les leçons de cette crise majeure et a aussi signifié qu'il faudra que l'on sanctuarise aussi bien l'éducation que la santé. On va l'écouter avec Sophie Abba. Il faut revenir sur tout cela et faire en sorte que le pays soit sur de bons rails en matière d'éducation, éducation formelle, non formelle et informelle, en matière de santé, santé publique, santé communautaire. Ça, je crois que c'est la grande leçon qu'il faut tirer. Il faut améliorer. Maintenant, améliorer aussi les échanges au plan national, se respecter davantage et être très pragmatique et donner la priorité à l'éducation, la santé, et vraiment faire en sorte que le pays puisse partir sur de nouveaux pieds. Il y a un certain nombre de pratiques aussi qui étaient des pratiques courantes dans ce pays, mais il faut les changer. Je pense qu'il faut tirer les leçons, que ce soit au niveau des cérémonies familiales, que ce soit au niveau des pratiques de tout genre. Il y a nécessité de changer la donne, et je crois que si on tire ces leçons-là, le Sénégal peut être un pays développé où les gens peuvent vivre heureux parce qu'il y a quand même assez de richesses dans ce pays. Ce qui a manqué, c'est l'organisation. Ce qui a manqué aussi, c'est effectivement cette solidarité concrète et non pas théorique. Lorsque le passé n'éclaire plus le présent, l'esprit humain sombre dans les ténèbres. On convoque Alexis de Tocqueville pour parler du demi-siècle d'existence du quotidien national Le Soleil, une très très belle institution fondée en 1970. Ses ancêtres étaient notamment Paris-Dakar et Dakar Matin. Un de ces brillants journalistes, Bara Diouf, donc, a fait la une ce matin de ce grand quotidien. C'est une belle phalange donc de grands écrivains et journalistes. On a interrogé aujourd'hui Alioune Dramé, ancien PDG du quotidien national, qui en parle avec ces mots. On va l'écouter. Quand le président Senghor était là, c'était vraiment le parti unique. Le directeur du Soleil était même membre du parti unique. Il était membre du bureau politique. En ce moment-là, la préoccupation, ce n'était pas de faire des faits divers comme ça, mais vraiment d'aider au développement du pays qui commençait à se faire. Il y a eu une évolution, hein? C'est pas la révolution, mais une évolution. Au début, c'était un journal vraiment du gouvernement et du parti. Ensuite, c'est devenu un journal du gouvernement, le parti est sorti. Ensuite, c'est devenu le journal national. Tout le monde pouvait s'y exprimer. Et c'est à peu près le même résultat que nous voyons maintenant. Mais ce qui est important, c'est que Le Soleil est une école où on a formé beaucoup de journalistes. C'est une école qui respecte l'éthique et la déontologie. Maintenant, les gens qui ne sont là-bas, qui ne sont pas là-bas, qui ne connaissent pas Le Soleil peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas changer la réalité. Et avant de se quitter, on va parler et saluer de ce compatriote, en l'occurrence Sidi Ndao, auteur d'une grande invention, le premier ordinateur thermique, un nano-ordinateur, a-t-on dit, capable de résister à une température de 400 degrés Celsius. M. Ndao est docteur et fondateur de l'Institut américain de Dakar et professeur au Nebraska Lincoln University, toujours aux États-Unis. Nous saluons donc la performance de ce digne fils de l'Afrique et du Sénégal.